bienvenue à l'espace Arcopole. Donc, c'est notre troisième rendez-vous bien-être en entreprise. Donc, c'est une collaboration Arcopole et Navoti. Alors, Arcopole, qui sommes-nous? Donc, nous sommes un espace de coworking où on accueille des professionnels dans différentes salles de réunion, différentes salles de formation, donc différentes superficies. On a aussi donc un espace ici de conférence. Donc, si vous êtes intéressé, il y a Rémi là-haut qui prend évidemment qui vous donne des informations sur les prix, les tailles et les disponibilités des salles. Alors, les événements à venir à Arcopole, il y a le cycle de conférences holistique. Donc, c'est un cycle de conférences, mais qui est orienté plus grand public. Là, c'est vraiment entreprise. Donc, on commence par le mois, alors ça c'était en juin, donc le 16 octobre, nous avons les femmes papillons. Le 13 novembre, nous avons les constellations familiales. Et le 11 décembre, les réflexes archaïques. Donc, c'est les jeudis soirs, un jeudi par mois. Pour les conférences en entreprise, la prochaine aura lieu donc le 6 novembre. Et ça sera la communication bienveillante en entreprise, présentée par Philippe Bamy. Et celle du 4 décembre, donc c'est le Feng Shui en entreprise, donc qui sera présenté par moi-même. Eh bien, je vais passer la parole à Fred Gana, donc de la société Navoti, qui va vous parler donc de s'inspirer du vivant pour coopérer. Bonne conférence à tous. Merci Sylvain. Bonjour à tous. Alors on est en petit comité. Je préférais être parmi vous en cercle en bas, mais comme on filme, en fait, on a aussi plein d'internautes, pas avec nous, mais ce sera pour le replay qui sera en ligne dans dans quelques jours. Alors, on va parler de coopération et puis de vivant. Et du coup, c'est juste pour nous rappeler déjà que nous sommes, avant d'être, puisqu'on parle là entreprise, qu'on est avant d'être des employés, des travailleurs, on est des humains et on est des vivants. Et ça va être un petit peu le fil rouge de cette présentation. Alors, je vais vous parler de ma vision de l'entreprise. Parce que j'ai un parcours qui est très lié à l'agroécologie, à l'alimentation, à la nourriture. Et en fait, ça imprègne ma façon d'entreprendre. Et du coup, j'ai une vision assez agricole de l'entreprise. Vous allez voir que c'est assez lié justement à la coopération. On va aborder tout un tas de concepts. Donc, je vais plutôt vous amener des petites briques comme ça qui peuvent décaler la compréhension des choses, qui peuvent décaler votre posture. Plutôt que de vous donner une méthodologie. Après, il y a plein de choses aujourd'hui qui existent évidemment en termes de contenu sur Internet, mais là, je vais plutôt décaler le propos, justement avec cette perspective originale que je peux avoir sur le vivant. Alors, Navoti, c'est l'entreprise que j'ai cofondée avec mes parents et ma compagne il y a 19 ans maintenant. Donc moi, je m'appelle Frédéric Gana, j'ai 51 ans aujourd'hui, et il y a 19 ans, on a créé Navoti en Corrèze. On s'est établi là suite à un voyage agricole qui m'a fait cheminer dans les fermes de France pendant 2 ans avec ma compagne. Et on s'est arrêté chez une éleveuse de brebis en Corrèze, chez qui on s'est installé dans des yourtes et on a créé Navoti à cet endroit-là. Et donc ça part comme ça, d'un bout de papier griffonné avec un logo, Navoti. On va travailler sur la régénération du vivant parce que c'est ce qui nous passionne familialement depuis 2 générations maintenant. Et il y a mon fils aîné maintenant qui bosse dans l'entreprise, donc ça fait 3 générations de Ghana qui travaillent à Navoti aujourd'hui pour et au service du vivant. On travaille sur différents facteurs qui pour nous conditionnent le bien-être et la santé, qui sont des facteurs à la fois environnementaux mais aussi des facteurs internes. Environnementaux parce que les ondes électromagnétiques, et c'est comme ça que Navoti a commencé en accompagnant des personnes électro-hypersensibles, parce que mon père était électro-hypersensible. Et donc on travaille sur le contexte électromagnétique, l'amélioration de ce contexte, la réduction de l'exposition aux ondes des personnes pour réduire l'oxydation, l'inflammation. Et on travaille également sur la dimension air, avec la ionisation de l'air. Et donc notamment on propose des ioniseurs d'air qui permettent d'envoyer des ions négatifs dans l'atmosphère. On travaille sur évidemment un fondamental qui est l'eau.
et vous êtes nombreux dans la salle à être très concernés par ce sujet. Donc l'eau, évidemment, qui nous constitue très largement, qui constitue l'air que l'on respire, puisque ce sont des gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Donc l'eau, c'est absolument fondamental, et c'est quelque part l'élément primordial avec lequel on travaille. Donc on propose des outils de filtration de l'eau et de vitalisation, dynamisation, information de l'eau. Et puis la terre, en fait, c'est notre organe mère sur lequel on repose et duquel on s'est isolé ces dernières décennies. Et donc on va rechercher à reconnecter notre dimension biologique avec la terre, avec des outils de mise à la terre du corps, mais aussi à traiter tout ce qui est de l'ordre géobiologique, donc les phénomènes géo, donc qui viennent de la terre et qui sont pathogènes potentiellement. Et puis les intestins, l'hygiène intestinale, la terre en l'homme. Donc on travaille sur ces différents paramètres. Et au centre, on essaye tant bien que mal de trouver l'harmonie. Et on voit bien aujourd'hui, là cette conférence elle est faite en octobre 2025, on voit bien à quel point il est difficile d'être en harmonie sur la planète Terre ensemble. Donc c'est un peu le sujet de cette conférence justement. Alors très rapidement, l'histoire de Navoti. En 2006, Navoti 1.0, on est une entreprise artisanale de fabrication. On fabrique des dispositifs énergétiques qu'on appelle des orgonites, essentiellement. Et on a une toute petite part de négoce. Après 8 ans d'activité, on arrive à un certain point de maturité. On décide de déménager et de rejoindre un autre territoire qui est la Touraine, depuis laquelle je m'exprime aujourd'hui. Et du coup, après 3 ans de chantier, de recherche, de prêt, de construction de bâtiments, etc., on se retrouve à Neuilly-Pompière, en Nord-Touraine, pour commencer Navoti 2.0, qui va faire essentiellement du négoce et un petit peu de production, et surtout du service aussi, puisqu'on fait du diagnostic électromagnétique. En 2019, on crée un département bien-être au travail pour les entreprises. On fait une levée de fonds, 150 actionnaires nous rejoignent. On s'inscrit dans une démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises. On crée en 2023 un centre de médecine intégrative à Tours qui s'appelle le Lieu d'être. Et en 2025, donc l'année, là, ces jours-ci, Navoti 3.0 est en train d'émerger. Et ça fait 1 an que Navoti est en transmutation et en renouvellement de son équipe pour aller vers une économie de la connaissance et un accompagnement plus holistique qui va intégrer justement une dimension négoce, fabrication, accompagnement, service, conseil, formation, etc. C'est-à-dire qu'on va libérer aussi le puits de connaissances et de sagesse dont on est dépositaire. Donc la CCI nous avait demandé d'intervenir et de témoigner lors d'un sommet sur les entreprises à impact. Et donc on avait fait cette petite carte d'identité de Navoti, simplement pour poser quelques mots-clés qui vont jalonner un peu le parcours de ce matin, et notamment cette dimension de l'économie fraternelle. On œuvre dans le cadre d'une économie fraternelle, c'est-à-dire une économie non toxique, une économie non nuisible. On essaye d'avoir une certaine innocuité dans nos pratiques, dans nos partenariats, dans nos modalités relationnelles. C'est aussi ça qu'on appelle coopération, au service de l'amélioration de la qualité de vie de nos contemporains. On travaille sur la dimension d'entreprendre autrement au service du vivant. Ça veut dire impliquer de l'intuition. Ça aussi, on va le développer. Et du coup, du fait de mon parcours et de ma nature, moi je suis plus quelqu'un qui est dans l'instant présent, donc projeter en permanence, faire des projets, donc se projeter dans un futur hypothétique, ça c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. C'est une zone d'incompétence me concernant. Par contre, je suis compétent dans l'instant présent. Et ça, être dans l'instant présent, ça s'appelle le sentir agir. Donc moi, ce que j'essaye, c'est d'impliquer dans le monde de l'entreprise du sentir agir plutôt que de la planification, c'est-à-dire du prédire contrôler. Et on travaille en termes de management sur l'émergence des compétences et des qualités d'âme de nos collaborateurs. Donc on investit beaucoup dans le dialogue social et dans la qualité relationnelle au travail. Alors l'entreprise vivante, qu'est-ce que ça peut être ? Pour ma part, j'ai cette vision agricole de l'entreprise.
c'est-à-dire qu'une entreprise est avant tout une sorte d'être vivant qu'on accompagne, comme une plante, et qu'en fait, une entreprise a besoin des mêmes choses qu'une plante. Elle a d'abord des racines. Si on ne nourrit pas les racines, c'est-à-dire ce que l'on voit sur la première image, sous la surface du sol, on occulte complètement, on occulte 50% en fait de ce qu'est véritablement une entreprise et de ce qui va lui apporter son support et son assise, sa force. Donc on travaille beaucoup, on a beaucoup travaillé pendant 19 ans à nourrir le sol de Navoti, c'est-à-dire nourrir l'invisible de l'entreprise. Et ça, évidemment, pour des entrepreneurs, c'est quelque chose qui est assez atypique, parce qu'on a plutôt tendance à vouloir du résultat rapidement et tout le temps et toujours plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est anti-vivant, puisque le vivant ne fonctionne pas comme ça. Le vivant nourrit de l'invisible en permanence. Vous avez sous le sol des milliards et des milliards de kilomètres de racines, de radicelles, de mycorhizes, c'est-à-dire de réseaux de champignons, etc. Vous avez des milliards et des milliards de micro-organismes, de vers de terre qui creusent des galeries, qui transforment le minéral en éléments assimilables par les plantes, etc. Donc vous avez une vie qui est absolument abondante. Vous avez des réseaux qui sont absolument abondants mais invisibles. Or, l'entrepreneur occidental ne nourrit que le visible. Et c'est en grosse partie les problématiques que l'on rencontre aujourd'hui. Donc on voit bien les vers de terre et on voit bien aussi l'enjeu de la diversité. On voit la diversité des graines, la diversité des micro-organismes, la diversité des humains qui composent nos entreprises. Nous sommes tous des êtres singuliers et c'est aussi une des difficultés de la coopération parce qu'il faut faire avec ces singularités. Alors faire avec ces singularités, faire avec le vivant, pour moi, ça passe par une vision agroécologique, comme je vous le disais, et qui fait passer en gros de l'écologie, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire un homme dominant sur la nature et qui souhaite réguler les paramètres et tenter de les rendre plus harmonieux, mais toujours en tant que dominant, en tant que contrôleur, à l'écosophie, qui est une philosophie qui fait que l'homme n'est pas au-dessus de la pyramide du vivant, il est un vivant parmi les vivants. Il est juste un vivant parmi les vivants. Et donc ça change tout. Parce qu'on n'est pas, en tant que dominant, à essayer de réguler, contrôler avec des indicateurs, avec du bilan carbone, avec des tableaux Excel, avec des normes qui nous ensevelissent en fait sous des normes. Hein. Le pacte vert européen, ce n'est que ça, des milliers de normes qui s'appliquent à nos organisations, à nos entreprises, à nos corps, et qui viennent avec des capteurs, des QR codes, des ceci, des cela, etc. Contrôler le moindre de nos comportements dans une perspective qui peut être écologique, mais qui n'est pas humaine et qui n'est pas vivante surtout. Donc quand on regarde la définition du mot entreprise, j'ai été voir sur Wikipédia, sur le Larousse, etc. En fait, c'est assez simple, c'est une organisation, une unité institutionnelle mue par un projet décliné en stratégie, en politique et en plan d'action, donc projection, stratégie, projection, dans un futur hypothétique, toujours pareil, dont le but est de produire et de fournir des biens ou des services à destination d'un ensemble de clients, en réalisant un équilibre de ses comptes de charges et de produits. Ok, ça c'est la dimension formelle de l'entreprise. La dimension relationnelle de l'entreprise, c'est que finalement, prendre ensemble, c'est prendre ensemble un enjeu, l'enjeu qui résonne avec évidemment la personne qui crée l'entreprise, qui est son élan vital. Prendre ensemble un enjeu et contribuer à sa résolution, si c'est une problématique, ou juste à sa manifestation quand on sent et qu'on perçoit que quelque chose doit exister. Dans l'instant présent, moi c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Je sens et je sais que des choses cherchent à exister, cherchent à se manifester, et qu'elles ont besoin d'humains, qu'on fait un peu de vide en eux-mêmes pour accueillir ce qui cherche à se manifester et qui a besoin de quelques réceptacles pour accompagner la manifestation de ce qui cherche à se manifester. C'est une entreprise. Alors quand on parle de vivant, on parle de cycle.
Dans le tarot, c'est la lame numéro 10, la roue de fortune, qui parle des cycles. Le vivant est fait de cycles, de saisons. On entre dans l'automne, on voit bien comment, dès la fin août, tout d'un coup, radicalement, le climat change complètement, les lumières changent complètement. Donc on s'inscrit dans des cycles naturels. Simplement, nos entreprises, elles, n'ont pas de cycle. Les cycles des entreprises, c'est de rendre des comptes tous les trimestres et d'avoir une croissance continue, soutenue, une profitabilité permanente pour les actionnaires, etc. Donc là, il n'y a pas de cycle, on s'inscrit dans quelque chose de linéaire et qui doit toujours tendre vers la croissance. Pour le vivant, c'est complètement aberrant, en fait. Le vivant, il croît, il décroît, il a des phases d'expansion, il a des phases d'intégration, il a des phases de décomposition, il a des phases de renaissance. Et donc, c'est comment on fait pour intégrer ces mouvements, qu'ils soient humains, environnementaux, dans l'entreprise. Donc, cycle humain, cycle naturel. Je le rappelle, nous sommes des vivants parmi les vivants, donc nous sommes des êtres de nature. Et accessoirement, nous donnons le nom de travailleurs quand on est dans un autre espace que chez nous, ou dans un autre espace-temps quand on télétravaille. Mais tout ça, c'est complètement fictif. C'est tout à fait virtuel. On s'applique, en fait, on se sépare soi-même en partie, le travailleur, le ceci, le celui, voilà. Mais en fait, on est juste des vivants parmi les vivants, des humains sur la planète Terre. On a tous les mêmes besoins. On a besoin de boire, de manger, de relationner, de se reproduire, de s'exprimer, d'écouter, etc. Et il faut que ces besoins soient complétés, quel que soit l'endroit où on se trouve. Est-ce que les entreprises sont faites pour accueillir tous ces besoins? Non. Elles ne sont pas aujourd'hui dimensionnées comme ça, elles ne sont pas faites pour répondre aux besoins des vivants. Elles sont faites pour répondre aux besoins de stratégie, aux besoins de planification. Ça, ce n'est pas du vivant. Donc déjà les cycles, printemps, été, automne, hiver, on voit bien que si vous observez une plante, un arbre fruitier, un pommier, à un moment donné, la pomme, elle doit tomber par terre. Quand elle tombe par terre, elle se décompose. Sa structure qui était unifiée devient collective puisqu'elle est décomposée par les micro-organismes. Donc sa substance devient substance pour la multitude. Et la multitude qui travaille le sol, etc., vient rendre à nouveau ses nutriments pour une entité qui va être un arbre, une plante, qui va fructifier, qui va faire des individus. Donc c'est un cycle qui passe du je, de l'individualité, au nous, la collectivité. S'il n'y a pas ce dialogue je-nous, eh ben en fait, on est dans quelque chose d'absolument morbide, c'est-à-dire qu'on va essayer de maintenir artificiellement un fruit sur un arbre. C'est ce que font toutes les entreprises. Je maintiens artificiellement le fruit sur l'arbre et j'essaye d'en maximiser le sucre juste pour moi. Et là, on empêche de rendre une substance de cette nourriture au collectif. On l'empêche de se décomposer et de rejoindre et de nourrir la collectivité. On a besoin de l'automne qui induit des processus de décomposition. On a besoin de l'hiver qui induit des processus de dormance et d'intégration pour que le printemps soit un vrai renouveau et non pas juste une redite du passé. Tout ce que vous observez en politique aujourd'hui est totalement, c'est totalement lié à ce que je suis en train de vous dire. On ne fait que de la redite du passé parce qu'à aucun moment on accepte l'automne et l'hiver. On s'interdit de se décomposer, on s'interdit de se renouveler, on s'interdit d'être en dormance pour intégrer l'information. Non, il faut toujours produire, 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 avec les mêmes choses et les mêmes ingrédients, et ça aboutit à quelque chose de totalement morbide, qui est ce que l'on observe aujourd'hui. Donc on a aujourd'hui la démonstration de ce que beaucoup savent depuis très longtemps, toutes les sagesses parlent de ça finalement, de l'importance de savoir mourir, savoir se décomposer. Et là, on l'a devant nos yeux. Et c'est ça qui est magnifique dans cette période, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est confronté à ça, et là, devant ses yeux, c'est-à-dire, effectivement, il faut à un moment donné apprendre à mourir, quoi.
Dans les processus de mort, on va voir aussi la dynamique de le cycle d'autonomie chez un humain qui passe par la dépendance. Je prends l'exemple de l'apprentissage, on est dans le monde du travail, un apprenti boulanger. Voilà, j'ai 16 ans, je fais un CAP boulangerie, je vais chez un maître d'apprentissage, un compagnon boulanger, et là je vais être dépendant parce qu'il va me transférer de la connaissance. Je suis dépendant. Une fois que j'ai acquis un peu de pratique, je vais devenir contre-dépendant parce que je vais avoir besoin de m'autonomiser. Et donc, pour faire mien les savoirs qui m'ont été transférés, je vais dire non à mon maître d'apprentissage, ou je vais faire autrement, ou discrètement, je vais faire comme j'ai envie de faire. Voilà, la contre-dépendance. On connaît tous ça dans nos entreprises. C'est des moments qui ne sont pas si faciles à vivre que ça pour les managers et les dirigeants et les collègues, parce que cette contre-dépendance crée évidemment du conflit, crée de la zizanie, crée de la friction. Et pourtant, c'est nécessaire. Ensuite, on passe à une phase d'indépendance, parce que cette contre-dépendance qui fait que tout d'un coup, je commence à prendre un peu d'autonomie par rapport à mon maître, c'est l'apprenti et le maître, hein, c'est comme dans Star Wars, hein. Il y a toujours les deux, et ben en fait, je vais devenir indépendant, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire seul. Sauf que je fais partie d'une équipe, sauf que je fais partie d'une entité qui s'appelle entreprise, là en l'occurrence une boulangerie, qui a des clients, des partenaires, des ceci, des cela, des collègues, un patron, etc. Et donc, cette indépendance, à un moment donné, peut rentrer aussi en conflit avec le reste du groupe. Parce que je vais faire mes trucs dans mon coin, en fait. Et c'est là qu'à un moment donné, on va rejoindre l'interdépendance, c'est-à-dire une fois que la personne a intégré ses forces d'indépendance, elle se dit, en fait, on est peut-être plus fort en groupe, en équipe, on est peut-être plus fort ensemble, parce que là, moi, il y a plein de trucs auxquels je sais faire, que j'ai appris à faire, mais je m'aperçois que je ne sais pas faire ce que fait mon copain, je ne sais pas faire ce que fait mon voisin, et que finalement, ça serait beaucoup plus intelligent si on pouvait fonctionner ensemble. Donc ça, c'est le cycle de l'autonomie, et on repasse ensuite en dépendance, lorsqu'on rentre dans un renouveau, justement. Donc ces cycles-là, ils se marient et ils fusionnent avec les cycles de la nature et des saisons. Et donc, on doit apprendre à surfer. C'est pour ça que j'ai mis cette image du surfeur. C'est un équilibre précaire, toujours. C'est un équilibre dynamique. On doit apprendre à surfer sur ces cycles. Les polarités. Là aussi, on est dans un monde électromagnétique. Plus, moins, dur, mou, le je, le nous. Et donc, on va apprendre à dialoguer avec ces polarités, à les faire entrer en relation, à s'harmoniser, à s'équilibrer, à se rencontrer. Quand je suis en contre-dépendance, je suis dur. Quand je suis en interdépendance, je suis mou. Et donc, on va retrouver en fait ces différents aspects. Quand je suis en dépendance, je suis mou parce que je reçois. Donc, il y a quelque chose qui m'est transmis, j'intègre. Et donc, il y a ce dialogue entre je suis chêne, je suis roseau, je suis pierre, je suis fluide, etc. Donc, la coopération est un processus mou. La compétition est un processus dur. Ce que j'ai appris en art martial, c'est que dur contre dur, ça casse. Dur contre mou, ça passe. Si vous faites se rencontrer deux poings ou deux têtes, qui est la partie la plus dure de l'homme, eh bien en fait, vous allez avoir beaucoup de dégâts. Si vous donnez un coup de poing dans le ventre, je suis capable d'absorber en fait. Donc cette dynamique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes face à un processus, vous êtes en entreprise, vous avez un conflit avec un partenaire, un client, etc., ou un collègue, et en fait, personne ne veut lâcher. Donc tout le monde reste dur. Qu'est-ce qui se passe? Ça casse. Ça casse, ça crée de l'inflammation, de la friction, de l'érosion. À un moment donné, il faut que quelqu'un accepte de devenir mou, c'est-à-dire de devenir roseau, de se plier. Et ça rend possible quelque chose d'autre. Et c'est ça que la coopération nous invite à faire, c'est à introduire du mou dans nos relations. Le mou, ça va être un inspire, ça va être de l'écoute.
La coopération, ce n'est pas une addition. Ce n'est pas un tel plus un tel plus un tel égale coopération. Ce n'est pas ça la coopération. La coopération, c'est une respiration. Un inspire parce que j'écoute, un expire parce que je prends la parole et je m'exprime. Et ça rend possible un devenir partagé. Nous co-œuvrons ensemble à ce que chacun grandisse et que le nous prenne forme. Ça, c'est vraiment fondamental dans la coopération. Il y a cette dimension de la séparation. Quand je suis indépendant, quand je suis en contre-dépendance, je suis séparé. Quand je rejoins le groupe avec l'interdépendance, je suis avec. Et donc on passe d'un mouvement où, c'est-à-dire c'est un tel ou un tel, ce projet ou ce projet, à un tel et un tel. On passe du ou au et. Et la coopération, c'est de passer du et au avec. Et si on découpe le mot coopération, coopération, c'est opérer avec les autres, avec le vivant, avec ce qui émerge entre nous. C'est un processus qui n'est pas confortable parce qu'il nous fait passer de notre ego, qui est horizontal, à une verticalité, à une ouverture à la verticalité. L'ego horizontal, lui, c'est je veux, je sais, je décide. À partir du moment où je commence à m'ouvrir, c'est je reçois, je m'abandonne, je me relie. Et c'est comme ça que l'interdépendance peut émerger. Et l'interdépendance permet l'émergence d'un nous, c'est-à-dire d'un troisième terme. Ce n'est pas un tel plus un tel, c'est un tel avec un tel qui génère un nous, c'est-à-dire un troisième terme. Le avec, c'est un acte de foi dans la vie. Il suppose de perdre un peu de soi pour que le nous grandisse. Vous dites ça à quiconque, vous avez un niveau de stress phénoménal. Hein. Vous mettez ça dans une machine de biorésonance, vous dites cette phrase-là, à partir du moment où son est nommé perdre un peu de soi, voilà, c'est l'électrochoc. Un être humain n'a pas envie de perdre. Et surtout, un être humain n'a pas envie de perdre son identité. Mais le soi dont on parle, ce n'est pas l'identité profonde de la personne. C'est un peu de la personnalité. C'est-à-dire c'est des choses auxquelles qu'on a fait siennes, mais qui ne sont pas notre identité. C'est des choses auxquelles on est identifié, mais qui ne sont pas notre identité. Ce que l'on perd à ce moment-là, c'est des choses qui ne sont pas signifiantes pour notre identité. C'est juste des attachements. Et donc, à mesure qu'on accepte de perdre certains de ces attachements, eh bien, en fait, le nous peut grandir. On voit bien que le mode relationnel ou est basé sur une posture défensive, de peur et de comparaison. C'est ça ou ça. Voilà. À partir du moment où on rentre dans ces schémas-là, c'est des schémas de peur. C'est des dynamiques d'opposition, de rivalité. Et ça a pour conséquence de la fatigue et de l'isolement, c'est-à-dire le monde de séparation. C'est l'anti-confiance. Dans le et, on commence déjà à faire un petit pas vers la tolérance, vers du compromis. On juxtapose, on additionne. Et ça a pour conséquence une coexistence polie, mais assez stérile. Le avec, il introduit de la confiance, de l'ouverture, de l'écoute. C'est une dynamique de co-création, de respiration, de circulation. Et ça a pour conséquence l'émergence, la vitalité et l'innovation. Donc ce processus, certes, n'est pas confortable parce que ça oblige à s'ouvrir, à se rendre vulnérable, fragile, et pour autant, c'est le processus même par lequel la vitalité et la vie peuvent rentrer dans le système. Donc le dialogue social, c'est absolument fondamental dans les organisations et c'est souvent le parent pauvre et c'est souvent les branches qu'on coupe quand ça ne va pas. Le dialogue social, alors qu'en fait, c'est justement à ce moment-là qu'il faut l'introduire. Le dialogue social, pour nous, à Navoti, c'est d'ouvrir des espaces. Il faut accepter d'ouvrir des espaces qui sont jugés non productifs, mais qui en réalité viennent nourrir le système avec une qualité de relation, une qualité d'intention et de posture qui est fondamentale.
Ces espaces sont des espaces de parole et d'écoute. On laisse la parole émerger, on apprend à écouter, en fait. Donc c'est un véritable apprentissage. Et on apprend à accueillir aussi le silence. Donc tout ça pose la question du sens au travail. Est-ce que le sens au travail, c'est d'être toujours productif? Est-ce que c'est d'avoir toujours des actes qui vont produire quelque chose? Ou est-ce que le fait de créer des conditions qui nous rendent vivants parmi les vivants, humains parmi les humains, et qui complètent nos besoins fondamentaux d'échange, de relations, de nourriture, eh bien en fait c'est simplement aussi ça le sens du travail, c'est d'abord d'être des vivants. Et ça nous fait passer en fait d'un paradigme de projet à atteindre des objectifs, donc c'est la définition même de l'entreprise qu'on retrouve dans Wikipédia et dans le Larousse, à celui d'œuvre commune, faire sens ensemble. Et là on sort de cette dialectique un peu du mineur, c'est-à-dire du travail-souffrance. Et j'aime bien cette allégorie là du tailleur de pierre. Je crois que c'est Charles Péguy qui est à l'origine de cette allégorie. Et en fait, c'est dans son histoire, en fait, il y a, voilà, il marche le long d'une route et puis à un moment donné, il croise un artisan sur le bord du chemin qui est en train d'empiler des parpaings. Le gars a l'air en souffrance, c'est dur, il fait chaud, il y a du soleil et tout ça. Et il lui demande, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça se voit, je suis en train de faire un mur. Et c'est dur. Voilà. Donc le gars est en souffrance parce que la tâche est difficile. Bon, il poursuit son chemin et puis il croise un deuxième artisan qui est en train de monter lui aussi, d'empiler des parpaings. Et puis il lui demande qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que vous avez l'air un peu plus rayonnant que votre collègue à côté. Il dit je suis en train de construire une maison. Et puis je suis au grand air. Finalement, il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que moi. Donc on voit déjà qu'il y a un autre champ qui s'est ouvert pour cette personne. Et puis un peu plus loin sur le chemin, il y a un troisième artisan qui est en train d'empiler lui aussi des parpaings. Et lui a l'air radieux. Et donc il lui demande qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de construire une cathédrale. Et donc on voit comment, en étant dans la même dynamique et le même geste, on peut avoir une attitude complètement, et un sentiment intérieur complètement différent. Soit je vais être dans la souffrance parce que je suis dans mes petits enjeux personnels de séparation, ce que je vis est difficile et je ne vois pas ce qui se passe autour de moi, et je ne le considère pas, et je ne suis même pas connecté à ce que je suis en train de fabriquer, c'est-à-dire l'objet final que je suis auquel je contribue. Donc là, on est dans la souffrance aveugle, entre guillemets, on est plus cerveau du ventre, je souffre, j'ai un ressenti, on est dans l'inconscient et dans le vital personnel. Le deuxième artisan, on est plutôt cerveau de tête, c'est quelqu'un qui sait qu'il est en train de construire une maison, donc il a déjà la finalité de son action. Il sait qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que lui, et il sait aussi que finalement sa condition, certes, c'est difficile, mais en même temps, il est au grand air, et il y a du soleil, et tout ça. Donc il est capable de pondérer. Donc là, on est cerveau de tête, on a déjà de l'analyse. On a une analyse qui nous permet de sortir de cette séparation. Et puis, cerveau du cœur, c'est la connexion au sens. C'est le troisième artisan qui, lui, sait qu'il est en train de contribuer à une œuvre qui a un sens bien plus grand que lui. Et ça, c'est fondamental. Donc, compréhension et ouverture à un sens plus grand que soi. Alors, comment progressivement faire jaillir tout ça au travail, dans l'entreprise? Comment faire jaillir ce sens plus grand, en fait, et ne pas rester focalisé sur nos petits objets, nos petites souffrances, nos petites difficultés, nos petites projections, planifications, etc., étriquées et non vivantes. La girafe et le chacal, alors vous connaissez sans doute, si vous connaissez la communication non violente, hop, donc nous, on a fait un cycle à Navoti d'1 an avec Maxime Crène de Marche tes paroles, en communication non violente, et
on travaille beaucoup sur la girafe et le chacal. Donc, le chacal, c'est plutôt l'expression de ce que l'on n'a pas envie de montrer au monde, c'est-à-dire notre colère, nos frustrations, tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on a envie de crier au monde. Et puis, la girafe, c'est plutôt la partie bienveillante. C'est comment je vais justement nourrir mes émotions positives, partager mes besoins, échanger, communiquer. Voilà. Le chacal, il a du mal à communiquer, c'est pour ça que souvent il crie. Parce que quand ça sort, il y a tout qui sort. Ce que j'ai introduit dans l'entreprise suite à cette année de communication non violente, c'est des moments où on a commencé à parler de nos irritants. C'est-à-dire où on a laissé le chacal s'exprimer. Et c'est parti d'un premier événement où mon logisticien, qui est TDAH, donc qui est neuroatypique, à un moment donné, il arrive le dernier à la réunion. Et puis, du coup, il restait un rôle à pourvoir qui était le scribe, donc celui qui fait le compte-rendu. En tant que neuroatypique et avec sa problématique, lui, c'est quelque chose qui lui est difficile, qu'il n'aime pas. Et en fait, à ce moment-là, il pète les plombs. Donc là, il est en mode chacal. Donc, il libère son chacal. C'est-à-dire, ouais, mais bon, voilà, je suis le dernier, alors je prends ça, mais j'ai pas envie de le faire, vous me faites chier, machin. Puis en fait, à chaque fois que je le fais, je peux pas écouter, puis j'arrive pas à me relire, et machin, voilà. Quand il a libéré son chacal, il nous a donné des informations extrêmement précieuses sur sa nature profonde. Il nous a donné tous les arguments qui font que, ben en fait, si jamais il ne peut pas prendre des notes et écouter, ça veut dire qu'on perd quelqu'un qui participe à la réunion. Il ne peut pas faire les deux en même temps. Quand il prend des notes, il n'arrive pas à se relire. C'est-à-dire sa manière d'écrire ne correspond pas à sa manière de se relire. Donc il n'arrive plus à synthétiser. Voilà. Donc il nous donne des notes, c'est-à-dire qu'en plus, le compte-rendu sera naze. Donc il nous donne des informations précieuses, sur ses compétences et ses incompétences, sur sa neuroatypicité, donc sur sa nature profonde. Et on lui dit, mais pas de problème, on va le faire, et surtout, tu ne feras plus les comptes rendus. Et donc l'enjeu, c'est pas d'être égalitaire, c'est-à-dire, ah bah ouais, mais c'est normal de tourner sur les rôles, c'est chacun son tour, machin, truc, voilà, l'égalité, voilà, la super égalité, qui ne marche pas parce qu'on ne respecte pas la nature profonde des gens. Nous ne sommes pas égaux. Et donc à ce moment-là, on a pu, en tant qu'équipe, acter ça. Et on a dit, ok, on t'a reconnu, en fait. Tu ne vas plus faire ça, quelqu'un d'autre va le faire, etc. Et on sort du principe égalité pour entrer dans un principe singularité. Je reconnais ta singularité et tu es accueilli dans ta singularité. Et donc pour moi, dans cet irritant, il y avait tout de l'intérêt de laisser émerger les irritants dans l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à le modéliser, c'est-à-dire j'ai demandé aux uns et aux autres de rester attentifs à leurs irritants. C'est-à-dire que quand ils sont face à un client, une tâche, quelque chose, un problème dans la relation ou quoi, si quelque chose monte, qui est de l'ordre justement d'un irritant, qui est juste instinctif, ça monte en fait, ça nous submerge, notez-le. Notez-le en tant que chacal et non pas en tant que girafe. C'est pas à ce moment-là, je me suis dit que. Non. C'est putain, ça me fait chier, bordel. J'en ai marre que machin, etc. Et pourquoi c'est à moi de le faire? Voilà. C'est ça le chacal. Il faut le noter en tant que chacal, il faut le constater en tant que chacal. Si on commence tout de suite à le modéliser avec la tête, on a perdu toute la substance du chacal. Et donc, on a appris justement à laisser, à écrire le chacal pour ensuite seulement le mettre en tête et se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait collectivement avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça, c'est vachement riche. Ça permet de dévoiler les tempéraments, ça permet d'identifier les singularités. C'est énorme. Et ça permet d'inclure le corps dans l'entreprise. Pas juste la posture, le rôle, la fonction, le corps, les corps et la singularité des corps.
Alors l'entreprise âme, donc moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire je fonctionne en mode un peu archétype. C'est l'endroit où je vis, quoi. Je vis dans les mondes archétypaux. Il m'est plus difficile de descendre sur les plans psychologiques. Moi je suis plus sur l'enjeu des archétypes. Donc pour moi, une entreprise, c'est une entité. C'est une entité, et c'est pour ça que j'ai mis l'œuf et la poule, qui donne naissance à cette entité quand on est créateur d'entreprise ou créateur de projet. Est-ce que c'est nous qui avons l'idée et qui pondons notre œuf, donc notre projet, ou est-ce que le projet est déjà là dans l'invisible, il cherche à se manifester, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qu'il a besoin d'un réceptacle pour se manifester. Ce réceptacle, c'est un humain qui, à un moment donné, va connecter à ça, à cette réalité-là, va l'intégrer dans son ventre et va le porter à la manifestation. Eh bien, pour moi et pour beaucoup d'observateurs dans le domaine de l'énergétique et de la spiritualité, un projet, une entreprise, c'est une entité, c'est une vie qui cherche à se manifester et qui va connecter énergétiquement avec des personnes qui, à un moment donné, vont être canal de cette énergie-là, parce qu'ils ont la nature qui correspond, ils ont l'élan vital qui correspond, ils ont la place disponible à l'intérieur pour accueillir ça, et ça va permettre d'accompagner cette manifestation. Donc l'entreprise âme, c'est ça, et ça demande du coup à être réceptacle, récepteur, donc à faire de la place et à écouter, faire place à l'intuition, à l'inquantifiable, parce que ça n'est pas quantifiable. On est dans le domaine de l'invisible. Et ça demande à laisser place aussi à l'instant présent, parce que si on est sans cesse en planification et en projection, il n'y a pas d'espace vide à l'intérieur. Alors du coup, c'est qui le patron? Est-ce que le patron, c'est celui qui a pondu son œuf? Ou est-ce que le patron, c'est quelqu'un qui est au service d'une vie qu'il a choisi d'accueillir en son sein et qu'il a choisi d'accompagner comme une maman, en fait. Donc là, on rentre dans le pôle féminin de l'entreprise. Un chef d'entreprise, il a un pôle mère qui est très grand, en fait. Il a un pôle mère qui est très grand parce qu'il crée un espace d'accueil, il crée un espace de travail, de sécurité, de confiance. On ne peut pas travailler dans un endroit où, en fait, il n'y a pas de confiance, où il n'y a pas de sécurité. Donc ça, c'est un pôle mère au niveau archétypal. Donc le manager du vivant, il ne cherche pas à contrôler le champ d'activité, mais à en prendre soin. Son rôle n'est plus de trancher, donc de séparer, mais d'accueillir ce qui veut émerger. Donc là, c'est absolument pas évidemment la perspective que l'on a d'un patron, d'un chef d'entreprise qui doit être fort, costaud, qui doit savoir trancher, prendre des décisions difficiles, etc. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des compétences qu'il faut avoir aussi, mais avant toute chose, on est d'abord des réceptacles de quelque chose, d'une énergie qui cherche à se manifester. Alors, recevoir, accueillir, s'ouvrir, voilà, tout ça c'est du yin, c'est du féminin. Le yang, c'est exprimer, faire, contrôler, planifier. Le yin, c'est je reçois. Comment je fais pour justement sortir de ces entreprises toutes dures, yang, pour les rendre un peu plus poreuses, pour les rendre un peu plus féminines? Pour moi, il s'agit de cultiver l'intuition. Il s'agit de pouvoir alimenter le système avec des informations plus subtiles que des indicateurs, que de la quantité. Il faut alimenter le système avec de la qualité. Et moi, j'utilise beaucoup les oracles ou les jeux de cartes pour accompagner justement ces temps de dialogue social ou des décisions à prendre dans l'entreprise. C'est-à-dire, j'invoque aussi ces vies qui nous accompagnent pour qu'elles nous témoignent ou qu'elles nous transmettent une information à ce moment-là. Et donc, j'utilise le tarot, les lettres hébraïques, les cartes des anges, les arbres totems, les animaux médecine, les cartes Dixit
qui est un jeu avec des images qui permettent de rentrer en relation, et notamment pour des personnes neuroatypiques ou qui ont du mal à s'exprimer, qui permettent simplement de dire « Ah bah tiens, cette image, elle me parle. Cette image, elle résonne. » Cette résonance va être très parlante pour les autres, pour le groupe. Les choses ne sont pas obligées de passer par des mots. On peut passer par, justement, des images, des représentations. Et là, le dialogue peut se dévoiler autrement, partir d'autre chose que simplement des mots et une capacité mentale. Donc cultiver l'intuition, c'est vraiment cultiver ces espaces où on va être mis en situation, en relation avec des informations inhabituelles. Où on va être mis, à un moment donné, dans une situation de silence, de rencontre avec une image, avec une photo, avec un dessin, avec une musique. On a déjà fait un petit déj musical, par exemple. Donc chacun disait, c'est quoi la musique qui témoigne de ton état maintenant? Bah, c'est hyper parlant. Et on en apprend un peu plus sur la personne quand elle témoigne de ça. Donc l'intelligence collective n'émerge pas quand tout le monde parle, quand on fait du bruit, mais quand chacun écoute ce qui cherche à naître entre nous. Et créer ces moments dans l'entreprise, ça peut sembler, pour un chef d'entreprise yang, ça peut sembler, bon, c'est pas productif, on est là pour bosser, c'est difficile, t'as vu le contexte, machin, ouais, ok. Mais justement, dans un contexte dur, on doit être mou. On doit cultiver ces espaces-là. Alors comment faciliter le passage de l'idée à l'incarnation? Parce que tout ça, c'est comme je vous l'ai dit, c'est des petites briques, des éléments qui viennent un peu décaler notre vision. Comment passer de l'idée à l'incarnation? Alors il y a des gens qui ont écrit des choses, je pense à Frédéric Laloux notamment, qui a écrit un bouquin Reinventing Organizations, qui est vraiment un best-seller en la matière, qui justement fait ce pas de côté sur le travail et amène à une méthodologie pour aller vers des organisations vivantes. Ça, c'est vraiment un travail pour ceux qui ont une appétence pour ça qui est vraiment exceptionnelle. Donc, je vous invite, il y a aussi des vidéos sur YouTube, des conférences en ligne. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et notamment, il parle de l'organisation Opal, et c'est ce que nous mettons en place à Navoti. Donc, c'est une dynamique d'autogouvernance, de plénitude et un fonctionnement qui est basé sur un organisme vivant. Alors, on voit comment, avec tous les modèles d'organisation, on peut avoir, à gauche, là, vous avez le modèle rouge, où on est dans l'autorité hiérarchique, la division du travail, dominée par la force. Donc ça existe encore. On a ensuite le modèle ambre, avec des processus reproductibles, des hiérarchies stables, suivre les règles pour être accepté. Donc là, on est dans quelque chose d'un peu plus patriarcal, où la bienveillance vient du fait de règles stables, en fait. On a orange, l'innovation et la méritocratie, être insensible pour réussir. Donc là, on est dans le capitalisme, dans le néolibéralisme. Donc innovation à tout prix, méritocratie, voilà, c'est travailler plus pour gagner plus, et autres. En vert, ensuite, on a le modèle qui est basé sur l'automatisation, les valeurs, le respect des parties prenantes, s'unir pour être plus performant. Là, on commence à rentrer dans des entreprises type RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, entreprises à mission, où il y a des valeurs. Et puis, il y a le modèle Opal, où là, on est vraiment dans de la participativité, dans de l'autogouvernance, dans la plénitude des collaborateurs, dans une raison d'être évolutive. Et là, on fonctionne comme un organisme vivant. Si vous voulez creuser la question, il y a un institut, l'Institut des territoires coopératifs, qui a fait tout un travail sur la maturité coopérative. Il y a notamment un jeu de cartes qui est extrêmement bien fait, qui peut accompagner ces mouvements dans vos organisations. Et il y est notamment question de la dialogique, c'est-à-dire agir ensemble, penser ensemble. Diversité, unité. Rôle, identité. La place qu'on prend, la place qu'on laisse. Donc comment en fait on est amené à réfléchir sur ces deux pattes, donc, qui sont dialogiques, c'est-à-dire des pensées qui sont complètement opposées,
et qui pourtant sont nécessaires. Donc on voit bien cet enjeu de cycle, hein. Voilà, la place qu'on laisse, la place qu'on prend, c'est cyclique aussi. Intention, comportement, ce que nous voulons être, ce que nous sommes. Désir, besoin, objectif, contrainte, lutter contre, aller vers, etc. Donc ça, c'est un travail qui est vraiment très intéressant. Et puis, moi, je participe d'un groupe qui s'appelle GERM, qui est un groupe de managers. Donc c'est un réseau national sur le progrès des managers. C'est vraiment très intéressant. Donc on n'est pas du tout dans des réseaux business, on est dans des réseaux vraiment de montée en compétences et d'ouverture et de curiosité. Les intervenants sont de qualité vraiment exceptionnelle. Il y a 3 groupes sur la Touraine. Et donc ça peut être financé par l'OPCO. Donc ça, je vous invite un peu à creuser. C'est vraiment très intéressant de pouvoir partager aussi entre managers. La dynamique de GERM, c'est manager conscient, manager vivant. Et donc, de plus en plus, ils cherchent à s'inscrire dans ces logiques de vivant. Et enfin, je terminerai avec ça, parce que vient d'être mis en ligne un podcast. Donc, j'ai été interviewé par quelqu'un il y a 1 an et le podcast est sorti. Sur mon parcours d'entrepreneur. Et donc, c'est en 2 épisodes, il y a à peu près 2 heures d'échange. Et donc, je parle plus en profondeur de tous ces aspects-là, de mon parcours. Voilà, si ça vous intéresse, il y a des petits flyers là sur le comptoir justement avec les QR codes qui mènent au podcast, et vous retrouverez également les prochaines dates des petits déjeuners bien-être. Voilà.